Cet événement vous est présenté en direct de la Place des Arts. Bonsoir, bienvenue à cette édition spéciale de FMD Connected. C'est une expérience virtuelle et je dois dire que c'est très impressionnant de voir cette technologie, de voir les gens à l'écran. Je suis très heureux que vous soyez là. Je pense qu'on va passer une très belle soirée. Et imaginez, il y a 20 ans, était créé le Festival Mode et Design. C'est une idée farfelue, audacieuse. Je suis certain que des gens ont dit « ils sont un peu fous ». Mais je pense qu'il est de mise de saluer et d'applaudir Chantal Durivage et Jean-François Daviau, les fondateurs du Festival Mode et Design. On les applaudit, virtuellement, naturellement. Mais ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est que se poursuit, elle est loin de s'arrêter. Le festival est un succès et même de façon virtuelle, c'est très important pour nous d'être là avec vous. Naturellement, la mode va être célébrée ce soir avec le nouveau directeur artistique de la Maison Mugler, Casey Cadwallader, également une véritable légende de la mode belge mais internationale, Walter van Beirendonck. C'est un homme très important dans la mode, ça c'est formidable. La musique sera présente avec une fille qui a beaucoup de talent qui s'appelle Amy Jean. La danse aussi avec une danseuse formidable qui s'appelle Louise Lecavalier, qui est très importante pour l'histoire de la mode au Québec, mais au niveau mondial également. Je suis très, très heureux qu'elle ait accepté l'invitation. De toute façon, elle fait partie de ma vie. Il fallait qu'elle vienne. Et pour commencer, une autre légende des podiums, quelqu'un de très important pour moi et pour la mode en général. Et elle s'appelle Ève Salvaille et on l'accueille. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Quel plaisir de te retrouver ici sur une grande scène. C'est sûrement la première fois que tu te retrouves sur la scène comme ça. Tu as fait plein de podiums, mais pas une scène de spectacle. C'est capoté, hein? Ah oui. Non, j'ai vu des spectacles ici. Là, je suis sur la scène. Oui. Incroyable. Ce qui est merveilleux et une des raisons pour laquelle je voulais que tu sois là, c'est que probablement un des plus beaux moments de mode, je l'ai vécu avec toi, la première fois où je t'ai vu à Paris lors d'un défilé, en octobre 92, imagine. On débutait dans le métier, mais moi, je ne m'attendais pas. Je vais au défilé de Jean-Paul Gaultier. J'ai la chance d'être là parce que Jean-Paul Gaultier, tout le monde voulait assister à ses défilés. Et là, tout à coup, je vois une fille que je connais, que j'avais vue à Montréal, Ève Salvaille, arriver. Mais là, ce qui est incroyable, c'était le silence que j'ai senti, l'émotion des gens. Et on voit la photo, d'ailleurs, dans cette robe verte hallucinante. Et là, tout à coup, c'était un tonnerre de flash. C'était invraisemblable. J'ai eu un frisson que j'ai jamais oublié. J'étais fier d'être québécois, fier de ce succès pour toi. Et je me suis dit, sa vie va changer à partir d'aujourd'hui. On sentait, et c'est rare qu'on assiste à ce genre de moment. Et je ne l'ai jamais oublié. Donc, je suis très heureux de le partager avec les gens qui nous écoutent, mais aussi avec toi ce soir. Et toi, est-ce que tu te rappelles d'une émotion, de quelque chose où tu étais vraiment sur un nuage à ce moment-là? Ben, moi, je ne savais pas que j'allais être famous après. Tu savais que ma vie allait changer. J'avais aucune idée. Moi, je retournais à Montréal, travailler au Fofone électrique 2 jours plus tard. Là, il n'y avait pas de problème. Mm-hmm. Mais j'étais extrêmement nerveuse. Puis, oh mon Dieu, que d'émotions. C'est très grand, ce cirque-là. En plus, oui. Il y avait vraiment beaucoup de monde, puis beaucoup de photographes. Puis, oui. ça flashait, puis je voyais plus rien. Puis... C'était très, très impressionnant. Très impressionnant. Oui. J'imagine que le cœur doit nous débattre. Et ce qui est bien sur la photo, on voit, il y a Yasmine Goury qui est derrière toi, qui est une autre mannequin québécoise qui a connu une très, très belle carrière. Oui. Et il faut dire dans cette belle histoire, c'est qu'il y a un hasard de rencontre, et c'est invraisemblable. C'est des photos de Carl Lessard, qui était dans un café à l'époque, et on les voit, ces photos de Carl en ce moment, qui étaient magnifiques, et que Jean-Paul Gaultier avait vu en allant au Shed Café à Montréal. Et à la suite, il décide... Est-ce qu'il t'appelle directement? Comment ça se passe? Ou il appelle ton agence? Il a trouvé mon agence avec ces photos-là. Ça, c'était une campagne pour Marcel Donant que Carl Lessard avait fait. Et c'était affiché, le Shed Café, c'était le café trendy à Montréal, pour ceux qui ne savent pas. Puis ça, c'est le cover de Clin d'œil. Mais, excusez... Oui, parce que c'est une amitié qui se poursuit avec Jean-Paul. C'est ça qui est bien. C'est ça, mais à ce moment-là, au moment de... Je reviendrai sur Carl Lessard, mais à ce moment-là, de cette shot-là, puis j'en parle dans mon livre de cette anecdote-là, ça faisait 15 ans que je n'avais pas parlé à Jean-Paul. Je ne l'avais pas vu, ça faisait 15 ans. Parce qu'il y avait eu un malentendu sur quelque chose, puis
on s'était perdu de vue pendant 15 ans. Fait que là, on se voit, puis dans les premières secondes qu'on se voit, bien, on est là pour faire une photo, puis ils nous disent, bien, regardez la caméra. Puis nous autres, on placotait comme deux petites filles, là. C'était comme, oh my God! Anyway, pour revenir à Carl Lessard, c'était une drôle de coïncidence que Jean-Paul vienne à Québec, puis il a trouvé mon agent qui m'a appelé ce soir-là pour me dire que j'étais direct booking, j'étais bookée pour aller faire le show à Paris. J'avais aucune idée c'était qui Jean-Paul Gaultier. C'est fou. Fou. Incroyable. Ce qui est aussi intéressant dans toute cette histoire, c'est ta décision de te raser le crâne, de faire ce dragon. Et on a des images que je n'avais jamais vues. C'est cette fameuse vidéo où tu décides, et il faut se remettre dans le contexte que pour une mannequin, c'est un risque énorme parce qu'une simple coupe de cheveux peut changer la vie d'un mannequin, mais là, carrément, d'aller aussi loin, c'était un coup de tête, tu te dis, je me lance. C'était fou, hein? Oui. Mais moi, je voulais être la première mannequin rasée, en fait. J'avais pris la décision d'être la première mannequin rasée, puis j'ai fait ça, j'ai rasé. J'ai fait le tatouage parce que quand j'ai appelé mon père pour lui dire « je vais être la première mannequin rasée », il dit « c'est pas très original, Sinéad O'Connor l'a fait ». J'étais comme « très déçue ». Puis là, je suis à Tokyo, puis c'est le premier jour avec le tatouage sur la tête, cette petite vidéo-là. Puis c'est ça. Puis une fois que j'ai fait ça, je suis revenue à mon agence de mannequins pour leur annoncer la grande nouvelle à Tokyo. Et ils m'ont laissé tomber. Et je suis revenue à Montréal, j'ai fait la même chose. J'ai fait « tada !» Ils ont dit « non, on te laisse tomber ». Fait que ça a été des beaux... des belles petites... Un malheur est devenu positif, c'est ça? Dans le sens que les agences t'abandonnent, puis finalement, le succès arrive par la suite. Bien, c'est comme un échec à quelque part. Tu sais, les agences vont laisser tomber, puis nous, les mannequins, on ne peut pas faire ce métier-là sans être représenté par un manager. Fait que j'étais comme prise au dépourvu un peu, puis j'ai eu l'idée, bon, ben je vais acheter une perruque, puis je vais mettre ça sur la tête, puis je vais aller signer avec une agence. Fait que j'ai fait ça. Puis une fois que les contrats étaient signés, ben j'ai dit, j'ai quelque chose à vous dire. Puis j'ai enlevé la perruque, j'ai dit, je suis rasée, j'ai un tatouage sur la tête. Fait que les pauvres deux agences... Tu as défilé pour les plus grands, tu as fait le défilé de Chanel, tu as fait le défilé de Christian Lacroix, qui est un couturier qui t'aimait beaucoup, Versace. Est-ce que tu as pu apprécier ce tourbillon? Parce que des fois, on est pris là-dedans et on ne s'aperçoit pas ce qu'on est en train de vivre. Est-ce que tu l'as quand même apprécié? Oui, je l'ai apprécié, certain. Puis j'ai vu... c'est le fun parce que j'ai découvert plein de choses sur comment un designer fait pour créer une collection, puis combien de temps, puis de travail qu'il y a là-dedans. Ça semble rien parce qu'une passerelle, un défilé de mode, ça dure 20 minutes. Mais eux, ils ont travaillé pendant 6 mois là-dessus. Puis ça, c'est juste une collection. Si on parle de Karl Lagerfeld, dans ce temps-là, il faisait Chloé, Chanel, il faisait Fendi et il faisait Karl Lagerfeld. Donc, 4 collections avec les prêt-à-porter 4 fois année, avec les lots de couture en plus de ça. C'est comme énormément de travail. C'est des artistes qui sont... je ne sais pas comment ils font. Ils ne doivent pas dormir la nuit, c'est sûr. Là. C'est une énergie... incroyable qu'ils ont. Puis quel honneur d'être choisi aussi. Je veux dire, il y en a des mannequins, il y en a des belles femmes. Tu sais, moi, je suis juste une petite fille de madame avec le crâne rasé. Pourquoi est-ce qu'ils me choisissent moi? Tu sais, j'étais comme... OK. Oui, puis qui ne correspondait pas aux mannequins qu'on voyait à l'époque. C'est ça qui est étonnant aussi. Oui. Je pense que c'est peut-être ça, mais ça prenait quelqu'un comme Jean-Paul Gaultier. Et je me demandais aussi comment on fait la transition, parce qu'on sait que la carrière de mannequin, à un moment donné, malheureusement, il faut évoluer, aller un peu comme les sportifs, un peu comme les danseurs de ballet, qui doivent à un moment donné faire des choix. Pour toi, la transition, est-ce qu'elle s'est faite difficilement ou naturellement? C'était difficile, c'était super difficile. C'est exactement comme tu dis, c'est comparable à un athlète professionnel. Qu'est-ce que tu fais après? Tu n'as pas de curriculum vitae, tu n'as aucune expérience à travailler, même dans un restaurant comme serveuse. Je veux dire, j'avais les fafounes dans le temps, mais là, ça faisait combien d'années que je faisais ça? Puis qu'est-ce que je fais après aussi? Qu'est-ce qui paye autant, d'un? Qu'est-ce qui est aussi le fun? Parce que je voyageais partout dans le monde. Puis ici... Tu sais, je suis correcte à être payée moins puis à moins voyager, mais c'est juste où je peux me présenter. Je peux pas me présenter au McDonald's puis dire, écoute, j'ai 0 expérience de toute façon, probablement qu'ils m'engageraient même pas. Fait qu'anyway.
Ce qui est bien de la transition, je trouve, c'est que tu as continué à être créative, c'est-à-dire tu aimes le dessin, tu as fait des tableaux, la musique est devenue importante aussi pour toi, et te rapproché d'un designer comme Pascal Labelle pour faire une collaboration. Et c'est ce que tu portes, je présume, de cette collaboration. C'est la collaboration avec Pascal. Et c'est aussi, je trouve ça bien que tu restes près de ce milieu de la mode, mais je suis très heureux ce soir aussi que tu nous aies apporté, que tu nous as parlé, que tu faisais une biographie qui va sortir et on va voir pour la première fois cette très belle couverture, Sois toi et t'es belle. Déjà, c'est un titre formidable et c'est merveilleux d'avoir la primeur ce soir parce que le livre sort seulement le 21 octobre. Oui, tu es le premier à montrer la couverture. Écoute, même moi, je n'ai pas vu tous les dessins. Je suis honoré aux Éditions de l'Homme. Et pour toi, c'était bien de te replonger dans tous ces souvenirs, te rappeler ce que tu as vécu? Ben oui, c'est un bel exercice, puis je pense que tout le monde devrait faire l'exercice d'essayer d'écrire un livre, pas nécessairement tu sais, juste pour écrire, l'exercice d'écrire un livre, puis de se rappeler de tous nos souvenirs, puis par où on est passé dans la vie. Je trouve que c'est une belle rétrospection de nous-mêmes, en fait. Puis de voir les choses parce qu'on a tous peur, puis on a tous des moments où est-ce qu'on est moins fiers. Puis moi, j'avais tendance à penser beaucoup à ces moments-là où est-ce que j'étais moins fière, puis à faire cette rétrospection. Je me suis rendu compte que j'ai fait des belles choses aussi, dont je suis très fière. Puis c'est ça, Sois belle et tais-toi, c'est ce qu'on me dit toute ma vie, fait que j'ai décidé d'appeler le livre Sois toi et t'es belle, qui est le contraire. Parce que j'imagine que dans cette biographie, tu aides les gens peut-être à surmonter des moments de découragement ou peut-être même parfois peut-être de désespoir, de se dire qu'on peut trouver des solutions, oui. Parce que nous, les célébrités, on nous perçoit comme invincibles, puis on n'a pas le droit d'avoir mal, puis on n'a pas le droit de... Puis on a tout sur un plateau d'argent, puis on n'a pas d'échec selon ce que les gens voient. Mais c'est ça, on a tous des moments plus difficiles qu'il a fallu qu'on passe, puis c'est ça, c'est un peu ça. Puis en même temps, il y a plein d'anecdotes là-dedans, puis la préface, c'est de Jean-Paul. Oui, en plus, quel beau cadeau. Bien, merci d'avoir partagé, j'ai très hâte de la lire, cette biographie. Merci d'avoir partagé ce moment. Merci d'être toujours présente dans le milieu de la mode et présente aussi quand on t'appelle pour venir comme ce soir. C'est vraiment une joie de te retrouver à chaque fois. Tu as défilé pour Thierry Mugler parmi tous les noms. Oui. Et ce qui est bien, c'est que j'ai eu une entrevue avec le nouveau directeur artistique, Casey Cadwalder, qui est un jeune créateur qui poursuit l'histoire de la maison Mugler. Et ce qui est touchant, c'est que c'est un petit Américain du New Hampshire qui n'avait aucune chance de réussir à Paris, qui est un peu un rejet à l'école, qui a été intimidé. Et c'est un autre exemple de réussite. Et moi, ça m'a beaucoup touché, cette histoire. Et je trouve ça formidable de voir qu'il réussit dans la capitale française de la mode, ce petit Américain, et qui est promis à une très, très longue carrière. On va l'écouter. Do you remember when they told you that you would be the creative director? What was your feeling? I was walking across the street and the phone rang and it was the unknown caller, which I knew was the talent scout. And I sort of stopped in the middle of traffic and was like, oh my God, this is the call. This is the call. And then it was a yes. And I screamed in the middle of Madison Avenue. I'll never forget. Yeah, it was a really beautiful day. I think it was a thing where I was so excited, and then I was like, oh my goodness, this is going to be a challenge, like, because it's such a legacy to step into, and that comes with a lot of challenges. But I was so inspired to take it on. Was it a long process? I suppose there are many interviews. It was very long. In the beginning, I was recruited by a talent agency, and I went in for a meeting with her, and she said, there's a few things going on that we can talk about, and one of them is this, and one of them is Mugler, and I said, I want that one, because it's a house I've always known about. It's a house I've always loved. I have an architecture background, and there's something very specific in a built sense about the clothes that I've always been attracted to. How he always made curves work, and how he made the shoulders work, and the structural portion of it. And then also I think also the cultural aspect of it for me is very important, because Mugler is such a
a dazzling cultural beacon about diversity and openness and telling stories of all different types of people. Are the archives very important for you? It must be a danger as well, because I'm sure you don't want to fall Yes. into reproducing what was done. I have a very specific way of working with them. For me, the archive is very important because I'm not the kind of designer who wanted to come into this job and neglect the respect to the archive. I mean, I think there are some designers that come into a house and then they say, "Oh, you know, it's time to move on." La la la. And I thought that I respect the house too much and I respect his work too much to do that. But then at the same time, if you respect Mr. Mugler's work, you also don't want to copy him. And I think because that's in a way disrespectful as well. So I try to find a balance of how to really imbibe and just kind of take it all in and then move it away from me. So pretty much every season we start by calling in a series of pieces that we are kind of feeling for in that season. And we bring them in and we try them on a fit model and we mix them with other things and we have like a playtime with them basically. And then maybe we'll keep one or two around as like a material reference or like a line of a cut of a dress that we want to sort of study. So we'll keep maybe one or two, but I can tell you that if you keep them in the room, they really talk to you because they're so bold and they're so strong that basically they're like talking to you from the corner. So we put them in black bags and we make sure that they come out only when they need to, because also, you know, they are so strong and they can really kind of take things over. So what I do is I sort of work from the memory of having seen them instead, so that I really guarantee that I put my filter on them and that they come out of my aesthetic and not out of his so much. At the same time, I really try to play with the codes and to make sure that the codes are still present, because I do want people they should be able to identify that it's Mugler in general from across the street. When you say to recognize the brand, and I saw that very well in the spring 2020 collection. Yeah. I think that when I was saying that you're been able to catch the spirit, I saw it in that way. I said, wow, that's the new Mugler, but that's him as well, and it's wonderful. And I was wondering, in that collection, did you feel you were close to what you wanted to do? It's interesting because when I started working at Mugler, I had a very different relationship to sexy, and I had a very different relationship to drama. And I think these are the two things that I would describe, like over the first year and a half, 2 years, these were the things that I was finding my own language for. And I would say that spring 2020 was like some sort of magical catapult. It was the season where everything came together in such a more clear and kind of furious way. Like it just all sort of rushed out of me, and everything was just vibing that season. It was the first time that I made some different decisions about the cast. From the very beginning, I wanted to work with women that had already worked with Mr. Mugler before. My approach to casting is really about representing as many different parts of people as possible. So for me, age is really important. I don't believe that all models should be 17 to 22, which is sort of the common thing. So I wanted women in their 60s, women in their 50s, women in their 40s, women in their 30s, and young people all mixed together. Then also in terms of ethnicity, to have a really broad range, but then even more to have people that really weren't professional models, but people that were really embodying the spirit of Mugler. And I think that that's so much about what the casting is. I cast a little bit differently than a lot of designers. I have the models come in and sit down and talk to me instead of just walk in and show me what they look like, because Mugler is so much about a confident and bold, but also very loving person. Because I think the Mugler woman is such a leader, and she's very empathetic, and she wants to hear other stories, and she's kind, and she brings other people up. It's all about making everyone feel their very best, and it's my job to make people feel as good as possible. You are very close to the world of music as well. It seems that many
great singers. There are many: Dua Lipa, Cardi B, Rosalia, Miley Cyrus, Alicia Keys. They seem to love this type of this style. Is there a reason? What's the maybe because Mugler is the world of entertainment as well? I don't know. Yeah, I mean, for me, Mugler really had to get back on the stage because I think there's such a showmanship to the house, and I don't think people really have that kind of budget for shows anymore. And I still wanted to find a way to have this dramatic spectacle. So getting Mugler into, designing costumes for tours and for music videos and for special events for singers and artists was a big priority for me. So it's something that I was always trying to work towards. We got a really big lift up because in the 6 months after I arrived, we got a phone call from Beyonce that she was planning a tour that started and was practicing in Paris. And so she wanted us to design for her, and we did this huge project for her that ended up going forward. And that really was the beginning. And I think that began a long and wonderful journey with a lot of people because they saw that we could bring that sort of drama on the stage. Because it's sort of, for me, it's my couture show. Like that's when I get to pull everything I've got out of my hat and show the world something that's a little bit bigger and wilder than ready to wear. So for me, that's sort of my way of getting couture back on the map for us. What is your wish with the brand? Where would you like to see it in a few years? I mean, I want to see Mugler on the street on everybody. I mean, I think that's my dream. I think, it's hard to take over a house that was started by someone else and someone else that did such a beautiful job and someone else who's alive. It's a big challenge. But for me, I believe so much in the legacy and I want to see it go forward. So the first thing was to make sure that everyone understood what the Mugler spirit was about. And I think that's about bringing confidence to people and to provide clothes to people that when they put them on, it lifts them up and it gives them an amazing day and it gives them this like amazing confidence. So for me, I want the house to grow. I want to be able to sell more. I want to be able to have a higher volume, be able to make things at lower prices. So when the volume gets higher, I want to be able to really, just bring it back basically is my main goal. And to do that in the most sort of respectful and reverent way of what he did. I think that's really my goal. Well, thank you so much, Casey. It's been wonderful talking to you, and you do an amazing job. As I said, keep on the good work. And thank you so much. Thank you. It was a pleasure to talk to you too. Thank you for having me. Long live the House of Mugler. Amen. Thank you. Je suis certain que notre prochain invité, Amidji, aimerait bien porter une robe de Thierry Mugler. Oui, j'avoue, je suis preneuse. Oui, c'est formidable ce qu'il fait. Puis il est tellement près du milieu de la musique en plus. On va essayer de faire un lien avec toi, ce serait vraiment bien. La chanson fait partie de ta vie depuis longtemps. Et tu as vécu aussi l'expérience du Festival Mode et Design en 2016. Donc, c'est un milieu que tu aimes bien, celui de la mode aussi. Oui, vraiment. Puis en 2016, on était à la Place des Arts dehors sur le grand runway. Puis ça m'a permis, là, j'étais habillée par Anomal Couture. C'était magnifique. C'est vraiment une belle expérience. J'adore la mode depuis que je suis toute jeune. Tu écris tes chansons, tu les composes aussi. J'imagine que c'est important pour toi d'écrire tes chansons. Oui, vraiment. En fait, c'est vraiment... c'est à travers mes chansons que je véhicule toutes mes émotions. Souvent, je les garde un peu dans la vraie vie, là, un peu pour moi. Puis sans ça, je pense que je serais un peu perdue. Donc, c'est vraiment à travers mes chansons que je sors toutes mes émotions. Donc, oui, exactement. Tu viens d'une très belle petite ville, et je voulais le souligner, Saint-Jean-Port-Joli, une ville où il y a beaucoup d'artistes, des sculpteurs, des peintres. Et je me demandais, est-ce que ça a été une source, est-ce que ça influence un artiste comme toi? C'est sûr que Saint-Jean-Port-Joli m'a influencé. C'est tellement un village créatif, tellement plein de sculptures. Tous les commerçants ont des sculptures devant leur magasin. Donc, je pense qu'inconsciemment, je ne le savais pas, mais ça m'a influencé vraiment toute ma créativité. Ça fait 4 ans que tu travailles à la préparation d'un premier album. C'est quoi le plus grand défi pour une jeune artiste? Je dirais que la patience, c'est un des plus gros défis. Mon gérant me dit toujours qu'on ne peut pas tirer sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite. Il
faut y mettre de l'eau, il faut y mettre du soleil, il faut être patient. Donc, je pense que la patience, ouais, ce serait ce qui était le plus difficile. Et toujours y croire. Oui, vraiment. On est chanceux ce soir parce que tu nous offres une primaire qui va sortir le 18 septembre et ça s'intitule Holy Water. Merci pour ce beau cadeau. Merci. Yesterday I was insecure, today I'm needy as fuck. Tomorrow I'll be unsure when everything gets too much. Got many sides and many faces, tempers are lays in love. Sometimes my devils call my angels just to say what's up. And you could pray, I confess I would change this away. That's a lie. Just tell me, baby, could you love a monster like me? Don't wanna see you getting lost, trying to find me. This burning feeling gets stronger. I can't hold on too much longer. Don't let me poison the holy water, the holy water. Call me a criminal, I'm taking all that you. This pain isn't physical, but it will hurt you. Back on all the empty pages, so I don't have to watch you die. And you could pray I would change, I confess there's no way. That's a lie. Tell me, baby, could you love a monster like me? Don't wanna see you getting lost, trying to find me. Oh, this burning feeling gets stronger. I can't hold on too much longer. Don't let me poison the holy water, the holy water. Don't let me change you slowly till you're sad and lonely. Yeah, for you I was the only. You're pure like the old me, but you're treading too closely. Drop my poison to the holy. Don't let me change you slowly till you're sad and lonely. Yeah, for you. You could pray I would change, I confess there's no way. That's a lie. Tell me, baby, could you love a monster like me? Don't wanna see you getting lost, trying to find me. Oh, this burning feeling gets stronger. I can't hold on too much longer. Don't let me poison the holy water. Don't let me poison the holy water, the holy water. Bravo, c'était Holy et Demi Jean en primaire, merci, Holy Water. Et j'ai le plaisir maintenant d'inviter Louise Lecavalier, une femme formidable que j'aime depuis très, très longtemps, que je suis depuis pratiquement ses débuts, une danseuse très importante dans le milieu de la danse contemporaine qui fait une carrière internationale et québécoise naturellement. On l'invite. Ève, quel plaisir. Oui, on se salue de loin. Ça doit faire étrange de te retrouver ici sur cette scène que tu connais très bien, de la salle Wilfrid Pelletier. Oui, mais finalement, moins étrange que je pensais. Premièrement, je ne me rappelais pas que c'était ici l'interview aujourd'hui. Mais quand tu m'as dit ça avant l'émission, j'ai pensé au vertige un peu que j'avais dans les années où j'ai dansé ici. Oui. Puis maintenant que je la vois toute elle semble illuminée. presque plus petite, en fait. Oui, c'est elle drôle. semble plus petite. Puis l'éclairage est très chaleureux dans le public qu'il n'y a pas. Puis, donc, Louise, on te connaît pour ta passion, pour l'énergie, c'est l'idée et l'image qu'on a.
Et c'est drôle parce qu'en regardant le très beau documentaire de Raymond Saint-Jean, Louise Lecavalier sur son cheval de feu, il y a des gens avec qui tu as travaillé, dont Frédéric Tavernini, qui dit c'est comme avoir une bombe dans les mains. Il y a ton entraîneur aussi qui dit elle a 2 vitesses, extrêmement vite et très, très vite. Est-ce que ça te décrit bien, cette forme d'énergie? Ben, peut-être. Moi, je suis habituée avec moi-même, fait que je me trouve pas si bombe que ça. Je pense qu'il y a beaucoup de contrastes dans moi, finalement. Quand je travaille, oui, je travaille la danse. Je bouge beaucoup, puis je recommence 1000 fois, puis je tire mes partenaires. Ils pensent qu'on s'arrête au milieu d'une phrase, qu'on est en train de travailler, puis je continue, parce que je sais que je vais trouver d'autres choses dans l'action. Fait que peut-être cette sensation-là que les gens ont, c'est parce que je veux toujours être dans l'action. Ma pensée, elle roule très vite, naturellement, mais l'action, j'ai peur toujours de la paresse, puis je m'arrête pas. Ce qui est aussi un sentiment qui a dû t'habiter très jeune, c'est-à-dire l'énergie a dû toujours faire partie de toi. J'imagine que c'est ta nature profonde aussi, non? Bien, une énergie mentale, oui, mais physique, ouais. Quand j'étais jeune, on m'appelait la tortue. Ah bon? J'étais très, très dans la lune. Je prenais longtemps à me préparer à faire quelque chose, mais quand je commençais à faire quelque chose, j'arrêtais plus. Je le faisais à fond. Mais non, on ne me considérait pas comme quelqu'un de rapide, ni moi. J'ai pas pensé ça. Mais j'ai pas pensé que j'avais du talent physique. Ça m'est apparu graduellement au fil des années, le cégep, de participer à différentes choses, la course ou de la gymnastique. Les gens qui m'envoyaient un petit feedback positif. Puis je me surprenais aussi d'être capable de faire certaines choses. On t'a découvert naturellement avec la Lala Human Steps et Édouard Locke. Qu'est-ce que cette époque représente pour toi? J'imagine, c'est une importance presque vitale, c'est ce qui t'a fait vraiment connaître, c'est aussi l'idée des débuts. Mais quels souvenirs tu en gardes de cette période? Beaucoup de souvenirs, oui. Mais il y a eu quand même 18 années avec la Lala, oui. Mais il y a eu 20 années après la Lala. On l'oublie. Non, je n'ai pas oublié. Non, ça, ce serait terrible de dire ça. Mais c'est plus à fleur de peau comme ça a déjà été. Ah oui. Puis il y a quelque chose aussi, je suis très intense, mais quand je pars, ma pensée ne retombe pas beaucoup en arrière. Ce que j'ai vécu, c'est vraiment imprimé dans mon corps, dans ma peau, dans mes souvenirs, mais je ne suis pas obligée, moi, d'aller regarder ça puis de me faire une autre histoire à partir d'une vraie histoire, finalement. Donc, elle vit dans moi. Dans la danse que je fais maintenant, c'est probablement encore là. Oui, quand je travaille la chorégraphie, je pense parfois à Édouard. Parce que j'ai observé un maître travailler. C'est quelqu'un qui vraiment chorégraphie. C'est rare, il n'y en a pas beaucoup qui chorégraphient. Il y a beaucoup de gens qui font de la mise en scène de danse. Mais Édouard, c'est quelqu'un qui chorégraphie. Puis, comme je m'amuse à ce jeu-là maintenant, moi aussi, à chorégraphier, souvent, je reconnais des chemins qu'il prenait ou des chemins de pensée. Puis je me vois comprendre encore mieux comment il pensait. Tu as eu la chance d'avoir un partenaire mythique qui est David Bowie. Grâce à toi, j'ai eu la chance de le rencontrer parce que j'avais été faire une entrevue avec toi à Québec où vous faisiez des répétitions. Et ça aussi, même si tu ne vis pas dans le passé, ça doit être un souvenir impérissable parce que c'était aussi t'amener au niveau international, sur d'autres scènes aussi. Mais ce que ça a apporté comme international, etc., tout ça, ça n'a pas tellement d'importance pour moi. En fait, on a fait le projet, on aurait pu ne pas le faire. D'ailleurs, il y avait une offre d'un autre projet avant qu'on n'a pas fait parce que ça ne correspondait pas artistiquement à ce qu'on voulait faire. Pas un jugement que je porte sur ce qu'il faisait artistiquement, mais nous, on bougeait ailleurs. On devait reculer pour faire un ancien show dans un spectacle de David Bowie. Puis on a dit, bien, nous, on est rendu à faire un nouveau travail. Mais après, il nous a offert de faire ce spectacle-là. Finalement, ce qui a été le plus intéressant pour moi, c'est la rencontre humaine avec lui. Je l'ai beaucoup aimé comme personne. Ce que je ne m'attendais pas nécessairement avant de le rencontrer. Mais à la première rencontre, c'était un coup de foudre, finalement. On dit que c'était quelqu'un qui était très réfléchi, très observateur, très ouvert sur la création. Oui. En général, est-ce que c'est ça qui t'a frappé chez lui? Non. Non. Ça, je le savais. Mais non, il était très beau. Très, très, très beau. Oui. Très séduisant, avec un charisme énorme. Oui. Puis en plus, il était charmant. Il y avait des qualités assez rares qu'on ne voit pas souvent. Un assemblage de qualités assez particulières
Ouais, ça faisait un charme incroyable. Tu pourrais dire que tu l'as eu dans tes bras si on regarde la photo qui est devant toi. Ah oui, la première répétition avec lui. Et c'est il avait formidable. dit « I want to do the plank ». Il avait vu que je faisais ce mouvement-là avec Marc Bellard dans un duo, puis il voulait absolument faire le plank. Mais c'était un peu vertigineux pour moi parce qu'il était plus grand que Marc. Oui. Puis je voulais pas échapper David Bowie quand même, là. Et quand on voyait sur la scène, justement, c'était un moment assez frappant parce que le soulever et voir l'énergie, même s'il était très mince, Oui, il y a quand très même droit, il était très solide. une certaine force, Oui. mais c'est des moments vraiment inoubliables. Par la suite, tu as développé ta compagnie. Puis la chorégraphie a pris de plus en plus de place parce que après, tu as développé une autre forme de vie de danseur. Oui. Et la chorégraphie, pour toi, c'était une chose naturelle. C'est avec So Blue, qui était ta première chorégraphie officielle. Oui. Ah, mais c'est vrai, avant d'y aller, j'ai retrouvé des images et on les voit à l'écran. Ah. Ça, c'était pour le Collège La Salle. Ah oui. Et c'était avec Daniel de Bellefeuille qui avait fait ces créations. Donc, tu as un certain lien avec la mode, même si tu dis que tu ne connais pas la mode. Tu en as parce que ces images, ces vidéos qui datent de 2011 étaient formidables parce que c'est toute une série reliée avec ce milieu de la mode. Oui. Mais tu as un très bon rapport avec la caméra. Tu as une réserve, mais parle-moi un petit peu de ce lien parce que tu n'es pas intimidé par la caméra, au contraire. Je suis intimidée par la caméra, tout ça, dans des interviews, des choses comme ça. Ça, c'est pas naturel. Mais c'est un autre genre de caméra. Mais quand je travaille la danse ou la performance, la caméra, ça devient comme soit un chorégraphe ou soit un spectateur ultime, parce que c'est lui qui va faire voir aux autres spectateurs. Donc, j'ai un lien très particulier qui n'est pas la séduction, parce que ça, c'est un lien trop banal. Mais c'est comme un lien d'ouverture que j'aime beaucoup, finalement. La chorégraphie, est-ce que par la suite, c'est venu d'une façon presque spontanée avec tout l'apprentissage que tu avais eu? Et on pense à So Blue, qui est venu beaucoup plus tard, mais j'imagine que tu as toujours chorégraphié d'une certaine façon, parce que quand on est danseur, on travaille avec le chorégraphe directement. Oui, mais oui, un peu. Pas forcément tout le monde est chorégraphe en étant danseur, non. J'imagine. Mais peut-être que moi, j'ai naturellement un côté performeur qui était... Parce que tu peux être juste danseur, mais juste, c'est pas péjoratif, tu peux être danseur. Oui. Mais moi, j'étais danseuse et performeuse. Ça fait que j'avais beaucoup d'intuition, de performance. Et quand j'ai travaillé avec Édouard, surtout les premières années, parce qu'on avait des spectacles qui étaient pas nécessairement théâtral dans le sens de théâtre avec la parole, mais qui avait un aspect performance plus fort. Je pense qu'Édouard aimait beaucoup, il semblait prendre beaucoup mes intuitions. Ça cliquait bien avec lui. C'est certain que d'autres personnes proposaient des choses aussi, mais il n'était pas forcément d'accord, puis il ne les prenait pas nécessairement. Mais je me suis rendu compte avec le recul que mes suggestions proposées, mine de rien, dans le travail, il les aimait. Mm-hmm. Donc, avant même de travailler avec Édouard, j'avais fait une création. D'ailleurs, c'est là qu'il m'a compris un petit peu plus. C'est vrai, j'ai travaillé avec lui sur une pièce qui s'appelait Orange. Puis après, j'ai fait un petit solo. J'étais coincée à faire ce solo-là parce que Michel Lemieux, qui travaillait avec nous, avait décidé que tous les performeurs du groupe feraient un solo. Fait qu'il m'a un peu embarquée là-dedans. Puis j'ai fait un petit solo qui s'appelait « Non, 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 je ne suis pas Mary Poppins », puis qui était moitié improvisé, moitié seté, en bon français. Puis Édouard l'avait vu. Puis il avait beaucoup aimé. Il m'avait dit « Ah, tu pourrais être chorégraphe. Je peux t'écrire une lettre. J'ai beaucoup aimé ce que tu as présenté. » Mais finalement, j'avais peut-être pas le guts de devenir chorégraphe à ce moment-là. C'est déjà beaucoup d'assumer d'être danseuse. J'avais beaucoup de travail à faire pour tenir ce rôle-là. Puis je suis pas allée vers ça, mais il y avait quand même une chose qui m'habitait. Puis en fait, quand j'avais rencontré Édouard, puis j'ai commencé à travailler avec lui, je me pensais très, très, très différente de lui et des danseurs avec qui il travaillait. Mais au fond, j'avais une grande affinité dans mes improvisations naturelles. Quand je n'étais pas devant un témoin, il y avait une affinité avec son langage à lui. Donc, c'est ça. Donc, j'ai peut-être commencé un petit peu la chorégraphie avant. Et ça se poursuit avec Station, que tu as créé en février. Oui. Et ça a été créé en Allemagne, mais j'imagine qu'éventuellement, on va le voir. J'imagine que tu as envie de revenir sur la scène, que c'est important, le contact avec le public. Oui, j'ose même plus le dire, parce que même là, j'ai la trouille, finalement. Ça fait tellement longtemps que j'ai dansé devant un public. Puis ça m'arrivait dans les années que là, quand on passait une année à créer, sans faire de tournée, j'oubliais ce que c'était que d'être devant un public. J'oubliais que j'étais connue. Fait qu'il y avait des choses très positives là-dedans, mais c'était un choc de retourner sur scène. Puis là, pour la première fois, ce choc-là, le choc, je ne l'ai pas encore, mais la peur, elle est là. Parce que j'étais, depuis mars,
sans danser. Mais sans danser, j'ai dansé en studio. On a très hâte de te retrouver. Et les gens qui seront dans le quartier des spectacles, on ne peut pas donner d'heure ou de date, mais il y aura des duos qui vont se faire demain, vendredi. Demain et après-demain, Donc, très, très heureux de t'avoir revu, Louise. C'est une joie puis un plaisir à chaque fois. Et là, je vais te présenter un grand créateur que tu connais peut-être, toi qui aimes les gens audacieux, Walter van Beirendonck. C'est un créateur belge très important par sa force, son audace et sa puissance et le message. C'est vraiment quelqu'un à connaître qui fait cette mode depuis 35 ans et qui fait partie des grands créateurs belges et internationaux. Walter, you are known for your audacity, your creativity, of course, but being provocative sometimes. And I was wondering, why did you choose that path, this way of working? Because it's not the easy way. Yeah, I mean, it's not that I really choose that path. It was something which happened to me, I think, because from the beginning when I was already at school, I really wanted to experiment with garments and clothes. And of course, there was also the inspiration, which was mainly David Bowie, who was a big inspiration. And I really, from the beginning, I wanted to communicate through clothes. That was very important. And that's why I think I took that part. So it happened, it evolved, it became over the years also stronger. I think on one side the idea that I had to tell stories, and the other side that I really wanted to do that in a very brave and very with a strong identity. That was very important for me. But it happened. It was not a chosen path. It was something that happened. It's even a part of yourself, probably. You have also a lot of humor in your work. And was it something you wanted not to take yourself too seriously also? Oh, it's again something which was there from the beginning. I loved color. I loved to express myself in a certain way. But then I was introduced and I found the work of Paul McCartney and Mike Kelly very interesting. They're both artists, American artists. And I was so impressed by their work because they were able to tell stories through very funny situations, but also very tough stories. And that I found so impressive, and I found it so much stronger than just doing something very tough and aggressive. To go through a totally different path, and that's in fact how I started to work. I'm using colors, I'm using messages, a lot of humor, but on the other hand, there's also like a depth underneath, which is rather serious from time to time. Speaking of messages, one of the collection, the one that people can see is the Walter About Rights. Right now, it's the fall and winter 2020 and 21. And one thing there are two things that I like, but one that surprised me is the fact there's a lot of masks. And did you know something before we didn't know about the pandemic? I don't know. It's even the spikes and the silhouette, and also the way it is so defending the wearer, the body. Yeah, it's very like a symbol almost for this moment, this Corona moment. But I mean, I could not see in the future, but one way or another was feeling the necessity to use that kind of language. And I think it's probably because fashion designers are so much linked to the but it's happening in reality, and we also can react rather quickly. So when things are happening and when things are there, we can translate it in our language, and this happened by coincidence, but it happened. You have a fascination for masks. It seems you even did an exhibition about masks. Yeah. I think that's what was always almost part of what you've done through the years. Yeah. It's from the beginning something which I really like, and it's also the symbolic behind the idea of the mask is that you really can change your appearance, you can change your persona, and that is so interesting, I think. And by wearing a mask, you can become a completely different personage, and that is very strong also. And that together with
yeah, the messages that you can bring over with changing your persona. Yeah, it was always fascinating to me, and it helps also to underline something on a show, in a kind of shoot, it creates a strong vision, and that's also something which is interesting for a fashion designer. You were part, and of course everybody's asking you things about that Antwerp 6, this famous group that was very influential and very important and very inspiring for a whole generation of designers. And I was wondering how important it was for you to group yourself, to be a group like that. Was it something? I mean, we were first of all, we were in school, studying together, and then when we were starting up, we felt that we had to do it differently, because we were mainly in Belgium, working in Belgium, doing shows in Belgium. And from the beginning, we felt that we were not going over the border. So in fact, Belgium was very small, and it was a small country, also with a very particular language, which is Flemish. So even there, we were not able really to get further. And then through one of our friends who was familiar with the fair in London, he said to us, yeah, probably it would be a good idea to go together to that fair and present your work over there, because that could be like a breakthrough internationally, because when we keep on working here from Belgium out, we're never gonna make it. And so the group was formed due to a practical thing. So we took together some stands on that fair. We had together like a big van. We put all of our clothes inside. We traveled to London, and then we became a group without even wanting to be a group. So it was a kind of synergy which worked very well. And then it was mainly the press, the English press, who called us the Antwerp 6, because they were not able to pronounce our names. They were also difficult. So it was something that happened again by coincidence. And that are, of course, the strongest things. So it was, again, not planned. It happened, but it was a strong statement. It did change a lot of things. This season, it was a virtual season you showed during Paris Fashion Week. Was it a challenge for you? Because you do great shows, and now it's a different type of show. Did you enjoy doing it? Did you find it difficult? Oh, it was different. It was definitely different. And I mean, I'm showing almost 25 years in Paris, and I always enjoy to show, because putting together a show and a show collection is it's very tempting, and it needs a lot of energy, but it's also very rewarding, because that exact moment when the show is happening, it's a kind of moment of magic, and that's not that easy to create that kind of magic in a different way. So I knew that, and even despite the fact that we are all searching for something to replace that moment of magic, it's very difficult. So when I started to think about this digital presentation, it happened mainly by talking with Dirk, my friend, talking about possibilities and what could be done. And then he taught me about the Théâtre de la Mode, the miniature thing, what happened right after the war. And I found it I did work in the past also already with miniature, and it's very fascinating, because even when you do it and you film it in a certain way, you're not aware of the scale, and that I found also very interesting. And it was also the only way possible to make a collection. So I really worked on a collection first in toile, so we made all the tryouts. Then we reduced it to 21%, and then afterwards I made the real collection, the big one. And it was a very, very different process, and very interesting. Yeah. But on the other end, I was missing also a little bit that magic moment. That is, despite the fact that I got a lot of very nice reactions on the miniature, on the domes. That's great. We hope for shows, that's for sure. You're also a teacher and director of the fashion school at the Royal Academy of Antwerp. And I was wondering, what do you tell your students
what's the advice you give them? I know you probably give them many, but if one message that you give them. Yeah, even more than ever now. It's such a challenging time. It's so different, and it's going to be not easy the upcoming years for fashion. And the last words before they were finishing their school year, previous school year in June, I told them to use their creativity as a weapon, because that's the only thing you can do. You really have to fight and be creative to get results, and also to find solutions, because that's now the thing what is happening in fashion. You have to find solution after solution to replace what happened before, and you have to find new ways to, on one side, to make the collection, to present the collection, but also to sell the collection, and then also to work with the clients, work with the press. So it's all things that you have to solve with creativity. Walter, thank you so much for all the things you've done through the years. You're really, and I'm very sincere, an inspiration, and we need people like you right now, even more than ever. Thank you very much. Very nice. Un créateur très inspirant que ce Walter von Beirendonck. Je remercie tous les gens qui nous ont écoutés ce soir. C'est un plaisir d'avoir vécu cette expérience virtuelle. Je trouve ça vraiment formidable de sentir la présence des gens et d'être en si bonne compagnie ce soir. Je remercie toute l'équipe du Festival Mode et Design. Je remercie particulièrement Chantal Durivage et Jean-François Davio pour leur confiance. C'est une joie de renouveler à chaque année. Et on va se laisser en chanson avec Amy Jean et la chanson Runaway.
Soyez des nôtres le 9 septembre, le défilé 100% local sur la plateforme du festival et sur Youp. Et c'est un rendez-vous à pas manquer.